Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 21 mai et pour ouvrir le journal du jour, on va revenir sur l'émission The Bridge que j'ai eu l'occasion de regarder où il y avait notamment Mehdi Benassia et c'est là-dessus qu'on va s'attarder puisque Mehdi Benassia a parlé du Paris Saint-Germain, il a parlé également de l'Olympique de Marseille, il a également parlé de ce qu'il a fait là-bas et il y a pas mal de choses à en retenir. On évoquera également la finale de la Ligue Europa qui, comme d'habitude, a été remportée par ce bon vieux Unai Emery. On évoquera les sanctions qui sont tombées en fait sur l'OGC Nice et qui sont très préjudiciables, disons-le très clairement. On aura un passage du côté de l'Italie pour l'avenir de Manu Koné et toujours côté avenir et mercato, on parlera de la situation très complexe de Marcus Rashford, un dossier que j'ai déjà beaucoup évoqué dans le journal mais qui est assez passionnant et surtout qui est riche en rebondissements. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Benassia qui drague ouvertement le Paris Saint-Germain, il fallait oser, c'est ton ex qui, fraîchement célibataire, va draguer n'importe qui 10 minutes plus tard. Enfin non, je me corrige, pas n'importe qui, mais ton pire ennemi. Moi je dis toujours la même chose dans le football, il faut pas insulter l'avenir, il faut pas fermer définitivement les portes parce que tu sais pas de quoi seront faites les prochaines années. Mais il y a une différence entre être malin et ne pas fermer la porte et draguer ouvertement le Paris Saint-Germain et ouvrir en grand la porte alors que t'es encore en poste à l'heure actuelle du côté de l'Olympique de Marseille. C'est dans The Bridge que Benassia a eu cette sortie absolument hallucinante. Je vous laisse la regarder à travers cette citation qui vient d'un article de Eurosport, mais de toute façon, dans The Bridge, ça a été absolument catastrophique. Déjà, t'as Benassia qui est reçu par Aurélien Tchouaméni. Moi, j'imagine un petit débat sur l'UFC, parce qu'on sait que Tchouaméni est un combattant redoutable désormais. Benassia a eu à gérer ça avec le cas Adrien Rabiot, mais il faut croire que l'émission a été tournée avant. Mais pour revenir à des questions sérieuses, on a également la question de la remise en question de Mehdi Benassia. Il est interrogé là-dessus sur est-ce qu'il aurait changé des choses s'il avait pu du côté de son passage à Marseille. Et là, c'est assez effarant. Déjà, il dit qu'il aurait pu faire comme tout le monde et pas y aller tous les jours à Marseille. Donc là, il se remet pas en question, hein, il s'autosuce et il dit qu'il aurait pu fermer des yeux sur les comportements problématiques à l'Olympique de Marseille, mais une nouvelle fois, il ne se remet pas du tout en question. Et ce qui ressort en fait de ce passage de Mehdi Benassia, c'est un mec qui a une très haute estime de lui-même, c'est un mec qui ne se remet pas du tout en question et c'est un mec qui drague ouvertement le rival alors qu'il est encore en poste à Marseille. Et vous savez ce qui est le plus triste, c'est que vous allez voir cette news et vous allez avoir l'impression que j'aime pas Mehdi Benassia. C'est tout l'inverse. Moi, je considère que Benassia est un mec hyper compétent. On a beau critiquer la saison marseillaise parce qu'elle a pas réussi à remplir tous les objectifs, ben à la base, je trouve que Benassia, il a quand même réussi à attirer des joueurs intéressants, il a quand même réussi à apporter un peu de rationalité dans un projet sportif qui était pas évident à bâtir et je pense que c'est un mec qui a un bel avenir dans le football parce qu'il bosse bien, il a un bon réseau et il sait parler aux joueurs. Donc franchement, j'aime beaucoup Benassia, mais alors cette sortie médiatique, elle est pas en sa faveur, hein. 5ème Ligue Europa pour Unai Emery, c'est une dinguerie, le mec a un palmarès digne d'un pays, c'est simple, tu le mets en Ligue Europa et tu sais qu'il va automatiquement remporter la C3, il faut à tout prix qu'il aille dans un club français qui dispute la compétition parce que j'ai l'impression qu'il serait capable de faire des miracles. C'est donc une victoire 3-0 face à Fribourg pour cette finale, voici les compos qui étaient alignés. Tielemans, Rogers et Buendia en buteur, sans surprise ce sont les hommes du match et du côté de Fribourg, on retiendra Manzambi que je surveille, il va affoler le marché des transferts d'ici peu je pense, mais sinon t'as pas grand chose à ressortir du côté de Fribourg. T'as senti toute la différence de qualité entre les deux équipes. Alors oui, Fribourg était capable de mettre en place un pressing intéressant, oui Fribourg a eu notamment au début de la rencontre, sa partie la plus intéressante parce qu'ils étaient bloc bas et ils ont su résister à Aston Villa, mais dès qu'ils ont essayé d'avoir un petit peu plus le ballon, ils ont laissé beaucoup d'espace, ils se sont ouverts à des situations qu'ils n'ont pas su contrôler et finalement tu avais l'occasion de te rendre compte que le niveau technique d'Aston Villa, il est bien plus haut que le niveau technique de Fribourg et il n'y a pas seulement la question technique parce que même en termes d'intensité au cours de la rencontre, eh ben, t'as une équipe qui est habituée à lutter en première ligue avec des joueurs qui sont de véritables athlètes et t'as Fribourg qui a un bon effectif mais qui était peut-être pas prêt pour affronter Aston Villa dans une finale aussi relevée. 3-0, c'est un score qui peut apparaître comme étant sévère, mais il l'est même pas tant que ça, parce qu'il y a eu beaucoup d'occasions du côté d'Aston Villa, et surtout ce que vous pouvez voir à travers les statistiques, c'est que Fribourg, eux, ils n'ont pas eu d'occasion, ça a été un peu le calme plat, donc un match maîtrisé de A à Z par Unai Emery,
un faiseur de miracles, il est à la tête d'une équipe extrêmement intéressante, on n'en parle pas beaucoup en France d'Aston Villa, mais on pourrait l'analyser à travers le prisme Lucas Digne, qui est notre international présent dans le 11, franchement du très bon boulot. 2 matchs à huis clos pour l'OGC Nice et 1 avec sursis, c'est ce qu'ils prennent suite à l'envahissement de terrain qui a eu lieu lors de la dernière rencontre qui les opposait à Metz, une rencontre qui les a condamnés à disputer un match de barrage pour espérer rester en Ligue 2, ils affronteront Saint-Etienne, mais du coup, ils affronteront Saint-Etienne sans leur public dans un stade vide, c'est d'une tristesse absolument abyssale. Et c'est terrible de décider l'avenir de ton club dans ces conditions, mais au final, on savait que la sanction allait être assez sévère, parce que Nice n'en est pas à son premier débordement, les supporters en ont plein le dos pour dire les choses poliment, ils font savoir de manière relativement véhémente, c'est un projet qui part dans absolument tous les sens, et on rappelle que le comble dans cette situation, c'est que tu vas disputer dans quelques jours une finale de Coupe de France, mais au final, ça peut te rapporter un trophée, mais la vraie finale, elle est du côté de ce maintien en Ligue 1. C'est un impératif économique crucial pour l'OGC Nice. Tu sais qu'Ineos a envie de vendre le club, mais alors vendre un club en Ligue 1 ou en Ligue 2, c'est pas du tout la même situation. Et en plus, pour le match aller, tu pourras pas compter sur Wai qui est suspendu. Donc c'est une situation vraiment catastrophique pour l'OGC Nice. Ils vont affronter Saint-Etienne, qui est un adversaire qui va offrir une grande adversité. Bonne chance à eux, ils vont en avoir besoin parce que franchement, tout leur tombe sur la tête en même temps. Manu Koné est en solde, enfin pas vraiment en solde, mais il se trouve que la Roma doit vendre pour 80 millions d'euros cet été afin de respecter le fair play financier. Ils vont donc devoir liquider certaines de leurs plus grandes valorisations marchandes et évidemment l'international français en fait partie. Il y a de la concurrence sur le dossier, ce qui fait que même si tout le monde sait que la Roma a besoin de le vendre, bah justement ce sera pas forcément une grande période de solde. La valorisation officielle de Manu Koné c'est 50 millions d'euros, ce qui est cohérent avec son statut d'international français. Il a un contrat long jusqu'en 2029, il a seulement 25 ans, il est en pleine progression, donc finalement c'est pas un joueur qui va être donné, mais 50 millions d'euros c'est justement là où ça commence à discuter du côté de la Roma pour attirer le joueur, et ils peuvent se permettre d'être exigeants parce qu'en fait on annonce pas mal de clubs intéressés par Koné. La piste la plus évoquée, la Gazzetta en parlait encore hier du côté de l'Italie, c'est l'Inter Milan qui pourrait trouver en Koné un milieu de terrain extrêmement performant mais qui en plus connaît bien le championnat, mais on annonce aussi Manchester United et ça pourrait être une destination de choix pour le français vu qu'avec Carrick, les Red Devils sont en train de se relancer. Alors on peut imaginer plein d'autres clubs de Première Ligue qui auraient le budget pour se positionner dessus. Du côté de la France, on a même eu le Paris Saint-Germain qui a été évoqué, mais comme dans tout grand joueur disponible sur le marché, il y a le nom du PSG qui revient, c'est plutôt logique. Je suis pressé de voir où il va finir parce que finalement, même si d'un point de vue purement statistique, Manu Koné est pas le joueur qui réalise la saison la plus impressionnante sur le papier, ça reste un joueur qui a un bon apport, qui fait notamment du surnombre offensif, qui ne ressort pas à travers les buts et les passes décisives, mais qui est bien visible au cours des rencontres quand tu regardes la Roma. Je pense qu'il pourrait vraiment encore changer de statut en allant dans un plus grand club. Affaire à suivre, mais en tout cas c'est sûr, ça se fera cet été. Marcus Rashford va-t-il rester au Barça? C'est un bordel sans nom cette histoire. Dernier rebondissement en date, alors qu'on annonçait que le FC Barcelone jugeait l'option d'achat trop élevée, qu'il y avait déjà des plans B qui étaient activés, et bien la Cadena Ser nous apprend qu'il y a Hansi Flick qui a dit aux joueurs qu'il était apprécié et qu'il aimerait bien le garder, mais attention, Hansi Flick n'est pas fou, il sait comment ça se passe au sein du club barcelonais, il a clairement dit aux joueurs qu'il n'était pas le dernier décisionnaire dans l'histoire. Je comprends Hansi Flick parce que la saison de Marcus Rashford, elle est convaincante, il a réussi à trouver sa place dans l'effectif, des buts, des passes décisives, du temps de jeu, t'as souvent des blessures du côté du FC Barcelone, donc évidemment, eh bien, il a une place qui est fort utile, et même en termes de profil, je trouve qu'il est un peu différent d'un Rafinha, il est un peu différent d'un Yamal, donc évidemment quand tu cherches à faire une équipe performante, c'est une complémentarité qui est assez intéressante. En fait, le truc que je vais retenir sur Marcus Rashford, c'est le fait que le joueur lui-même dirait en privé qu'il a énormément envie de rester et qu'il serait prêt à faire de gros efforts. Puisque la condition financière pour recruter un joueur, elle est double. Il y a le montant de transfert dont on parle toujours, mais il y a la rémunération du joueur. Et on sait que la masse salariale, ça compte énormément. Et Rashford, il a actuellement un salaire stratosphérique avec son contrat du côté de United.
Mais s'il accepte de le réduire significativement, ça pourrait changer la donne du côté du FC Barcelone. Et concernant la situation économique du Barça, je suis un peu partagé. D'un côté, ils sont associés à des pistes mercato extrêmement coûteuses, du coup on a tendance à se dire qu'ils ont des moyens, mais de l'autre, s'ils arrivent justement à activer ces pistes extrêmement coûteuses, vu qu'elles sont coûteuses, ils auront peut-être pas beaucoup d'argent en rab pour aller faire des recrues comme Marcus Rashford. En tout cas, Hansi Flick l'apprécie, le joueur aimerait rester, est-ce que ça suffira? On le verra. Terminé pour le journal du jour, cet après-midi je peux vous teaser le sujet, on va parler d'un joueur dont je vais également faire le bilan de saison, un petit peu comme Gyökeres dont on parlait hier, d'un joueur que j'apprécie beaucoup et j'ai beaucoup forcé cette saison avec lui, il joue du côté de la Première Ligue, normalement rien qu'en vous disant ça, si vous suivez le journal vous avez compris de qui je vais parler. Je vous donne rendez-vous aux alentours de 17h, kiffez bien votre journée, salut.